maison devient sa maison. Mais tout d'abord, un premier reportage, transformer un duplex en condo. Architecture mise à part, ces maisons présentent une différence puisque quelques-unes d'entre elles ont été transformées en condominiums. Certains auront sursauté en entendant le mot condominium, et avec raison. Condominium, souveraineté exercée en commun par plusieurs États sur un même pays. Inquiétez-vous pas, je ne vous parlerai pas de politique, mais je tiens quand même à souligner qu'en habitation, condominium s'apparente plutôt à la notion de copropriété divise par opposition à la notion de copropriété indivise. Le terme indivise signifie que l'ensemble d'un immeuble appartient à tous les propriétaires, mais qu'aucun d'entre eux n'a l'exclusivité sur l'une ou l'autre de ses parties. À l'inverse, on parle de copropriété divise quand chaque propriétaire est le seul maître de certaines parties de l'immeuble. Pour transformer un duplex en copropriété divise, il faut suivre certaines étapes et répondre à une condition incontournable. La conversion d'un immeuble locatif résidentiel en copropriété divise est permise dans les cas suivants. Tout d'abord, lorsque tous les logements sont occupés par des propriétaires indivis, la conversion est toujours permise. Maintenant, lorsqu'il y a un ou plusieurs locataires, il faut faire la distinction suivante. Si la municipalité est située dans le territoire de la communauté urbaine de Montréal, la conversion n'est pas permise, à moins que la municipalité ait adopté un règlement permettant la conversion. À l'inverse, si l'immeuble est situé dans une municipalité hors du territoire de la CUM, la conversion est permise, à moins que la municipalité ait adopté un règlement la limitant ou le défendant. Tout d'abord, le propriétaire doit faire parvenir à chaque locataire un avis d'intention de conversion et faire parvenir une copie de cet avis-là à la régie du logement. La deuxième étape, il s'agit de la demande à la municipalité. Si la municipalité fait partie du territoire de la CUM et qu'elle a adopté un règlement permettant la conversion, il faut présenter une demande de dérogation. Si la municipalité est hors du territoire de la CUM, il faut obtenir une confirmation écrite à l'effet qu'il n'y a pas de règlement ou que le tout est conforme au règlement. Bonjour. Bonjour, je voudrais un formulaire pour convertir en copropriété un immeuble. Certainement. Alors, vous avez ici le formulaire que vous devez compléter en mettant les noms de tous les copropriétaires occupants. Oui. Et ici, la brochure explicative qui pourra vous aider à y arriver. Merci. Tout est inscrit là-dedans. Tout est inscrit dans ça. Mais la demande d'autorisation à la Régie du logement doit être faite dans les 6 mois suivant l'avis d'intention adressé au locataire. Vous pensez financement. Allons voir un spécialiste. Dans le cas de la copropriété indivise, chacun des copropriétaires est responsable des engagements pris par ses partenaires financiers. Donc, c'est le principe du tous pour un et un pour tous. On est engagés ensemble, on fait équipe ensemble pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que dans le cas d'une copropriété divise, chaque copropriétaire peut contracter sa propre hypothèque? Effectivement, un propriétaire en copropriété divise peut effectivement donner en garantie à la banque ou emprunter sur la portion pour laquelle il est propriétaire. D'abord, il faut réaliser que tant et aussi longtemps que la déclaration de la copropriété n'est pas enregistrée, il n'y a pas de copropriété. Ce document prédétermine la qualité de vie à l'intérieur de l'immeuble. Il fixe les droits et obligations de chaque copropriétaire. Il fixe aussi les règles générales de l'administration de la copropriété. Donc, c'est un document extrêmement important qui engage tous les copropriétaires, autant présents que futurs. Comme vous voyez, transformer un duplex en condo n'est pas chose très compliquée. Dans la mesure, évidemment, où vous savez respecter les droits des locataires en place.
s'il pouvait parler, qu'il parlerait, hein? Bon, là, tu vas garder la petite maison, là, pour pas que les petits voleurs viennent, d'accord? Sois bien sage, un bon chien, hein? Bon. Oui, fais dodo, oui, un beau chien, un beau chien. Dodo, dodo. Contrairement au chat, le chien prend un peu plus de temps et de patience pour l'intégrer à sa nouvelle maison. On peut le résumer en 5 étapes. La première étape serait la voiture, donc il faut demander à l'éleveur si le chien a fait la voiture. Sinon, en s'en allant chez nous, on arrête par des petites périodes de temps pour que le chien ait pas trop un long voyage. Étape numéro 2, ça serait que quand on arrive à la maison, d'amener tout de suite le chien où on veut qu'il fait ses besoins, soit à l'intérieur sur la gazette ou à l'extérieur. Étape numéro 3 serait à l'intérieur de la maison, ne pas lui laisser toute la maison à lui d'avoir déjà réservé un petit endroit qui pourrait être là en sorte qu'on n'ait pas de dégâts partout. L'étape numéro 4, ce serait la première nuit, de garder le chien dans la chambre pour qu'il puisse entendre votre respiration, pour qu'il puisse vous entendre un petit peu là, et puis sentir qu'il y a une présence à côté de lui. En même temps, peut-être lui mettre une petite bouillotte d'eau chaude pour un peu reproduire ce qu'il y avait avec ses autres copains. Et puis l'étape numéro 5 serait de lui montrer progressivement à rester seul. Donc, durant la fin de semaine, idéalement le chien le vendredi, c'est que durant la fin de semaine, on fait semblant, on fait des faux départs de partir pour que lundi, bien, ça soit plus facile et puis que le chien n'ait pas de problème d'anxiété de séparation. Du côté légal, si vous êtes propriétaire, vous n'avez pas de permission à demander, mais vous avez le devoir de vous occuper de votre animal. Et si vous êtes locataire, il faut demander la permission au propriétaire. Ce sont des points qui se discutent entre locataires et propriétaires et non des points de loi. Alors l'important à retenir dans l'intégration d'un chiot à votre maison, ne pas le traiter en jouet, le restreindre dans un lieu de la maison. Il va créer ses propres habitudes et les modeler aux vôtres. Et même si votre maison devient sa maison, vous en serez toujours le maître et lui, le chien. Un petit truc pour faire germer vos idées? Protégez vos conifères des froids de l'hiver. Entourez-les d'une clôture à neige sans trop serrer le feuillage et recouvrez-les d'une membrane isolante. Un petit conseil pour assurer une bonne résistance au froid? Fertilisez vos conifères avec du 4-10-15 à l'automne et arrosez copieusement. Chez Botanix, on décore avec la nature. Ce sourire vous est présenté par votre dentiste qui vous rappelle l'importance des soins préventifs pour avoir de belles et bonnes dents. Écoute, Bruno, j'ai pas de conseils à te donner, mais si tu t'arranges pas aujourd'hui pour tout avoir en main, pour prendre des décisions vite, il y en a d'autres qui vont le faire à ta place. Un exemple, tu passes 1 heure par semaine avec tous tes directeurs régionaux. Mais non, au téléphone, par téléconférence. Ah, moi aussi, je pensais à ça, jusqu'au moment où j'ai rencontré un conseiller de Belle. Ben oui, tu vas voir, ça vaut la peine. Dis donc, qu'est-ce que vous faites en fin de semaine? Ben, La Banque nationale, le groupe Rona Dismat et Hydro-Québec, en collaboration avec les entreprises Régent et Robert Bolduc Incorporé, vous offrent la chance de gagner une rénovation d'une valeur de 21 000 $. Le concours Ma Maison se déroulera du 2 au 30 novembre 1991. Pour participer à ce concours, vous découpez les bulletins de participation à l'intérieur du journal Habitabec et de la circulaire Rona Info et vous les déposez dans une des succursales de la Banque nationale ou chez un détaillant Rona Dismat. Ce sourire vous est présenté par votre dentiste qui vous rappelle l'importance des soins préventifs pour avoir de belles et bonnes dents.
la chandelle à la lampe à l'huile, de l'ampoule électrique à l'halogène, depuis toujours, l'homme recherche la lumière. Mais pourquoi chercher la lumière? Il suffit de la laisser entrer. Demandez à n'importe quel propriétaire ce qu'il considère être l'élément le plus important de sa demeure, il vous répondra tout probablement la lumière. Réponse sans doute conditionnée par la longueur et la rigueur de nos hivers. La solution? Les puits de lumière. Vous avez le choix entre deux solutions. Le puits de lumière pour les endroits hors d'atteinte et la fenêtre de toit pour les endroits à la portée. Vous avez besoin de plus d'espace? Agrandir par le haut est la solution souvent la moins coûteuse. Alors pourquoi ne pas installer des lucarnes? Les fenêtres de toit ont sur des lucarnes certains avantages. Les avantages sont notables, pas principalement l'installation d'une lucarne. Il y a des architectures de maisons qui ne se prêtent pas à ça. Deuxièmement, la construction d'une lucarne requiert l'achat d'une fenêtre qui est souvent à prix équivalent d'une fenêtre de toit ou d'un puits de lumière, plus la construction de la lucarne, l'isolation de la lucarne et tout ce qui s'ensuit, le revêtement extérieur. Le coût est beaucoup moindre que la construction d'une lucarne. Parmi les grands avantages, il faut mentionner la lumière. Les fenêtres de toit laissent pénétrer approximativement un tiers de plus de lumière que les lucarnes de même dimension. Le coût d'achat et d'installation varie généralement de 300 à 1100 $, mais c'est un investissement qui sera facilement récupéré. L'installation d'un puits de lumière ou d'une fenêtre de toit, selon les statistiques canadiennes et américaines, la forme de paiement est de 120 à 170 % de retour sur l'investissement. Maintenant que vous savez que c'est un bon investissement, il vous reste d'autres choix à faire. Votre puits de lumière sera-t-il fixe ou ouvrant? Tout dépend de votre budget, de vos besoins et de l'endroit où vous l'installerez. Au Québec, on recommande que la plupart du temps, ça soit une opération ou une fenêtre, qu'on ait la flexibilité de pouvoir ouvrir la fenêtre. Le fixe existe, c'est parfait. Si on est pour joindre 4 ou 5 ou 2 ou plusieurs fenêtres dans une salle de séjour, par exemple. Si on prend une conjoncture de 6, d'en mettre 4 qui sont fixes, d'en avoir une ouvrante à chacun des bouts, pas nécessaire d'aller à la dépense que toutes les fenêtres soient ouvrantes. Mais on ne recommande pas de mettre une fenêtre fixe d'aucun type dans une salle de bain, comme exemple. Parce que la ventilation est importante, même un puits de lumière fixe possède un clapet de ventilation qui assure une aération minimale. Pour un maximum de confort et une économie d'énergie, il existe une grande sélection d'accessoires. Des stores à rouleau, des stores vénitiens avec revêtements qui réduisent l'accumulation de la chaleur en été et la perte de chaleur en hiver, un système de commande à distance qui ouvre et ferme autant la fenêtre que les stores, et le gadget ultime, un détecteur de pluie qui actionne automatiquement le mécanisme de fermeture de la fenêtre en cas de pluie. L'installation des fenêtres de toit et des puits de lumière est relativement facile pour un bricoleur. En fait, ce n'est pas plus compliqué que pour une fenêtre régulière. Idéalement, nous aurons besoin d'un toit à pente de 20 à 85 degrés, mais même sur un toit plat, en y mettant un peu plus de travail, on peut y arriver. Il suffit de monter une boîte ayant une pente de 20 degrés sur laquelle on place ensuite notre fenêtre de toit. Par contre, si le bricolage n'est pas votre spécialité mais que vous désirez quand même un puits de lumière, vous pouvez le faire installer par des experts. Les frais d'installation sont équivalents au prix de vente. Donc, pour une fenêtre de toit de 400 $, vous pouvez compter 400 $ additionnels pour l'installation. Ainsi, vous n'avez plus de raison d'hésiter. Faites de n'importe quelle pièce une pièce ensoleillée. Finalement, il n'y a plus de raison pour demeurer dans le noir. Laissez donc entrer la lumière dans votre demeure.
Quand vous faites le plein, vous savez qu'un appareil mesure avec précision la quantité d'essence que vous aurez à payer. Lorsqu'Hydro-Québec évalue votre consommation d'électricité, ça fonctionne exactement de la même façon. Chaque fois que vous poussez un commutateur ou que vous utilisez un appareil électrique, votre compteur se met au travail. Il calcule le moindre kilowatt dépensé par vos appareils, qu'ils soient raccordés en permanence ou branchés juste une fois de temps en temps. Si vous regardez fonctionner votre compteur, vous verrez qu'il est muni d'un disque rotatif à vitesse variable. En fait, ce petit soldat vous obéit au doigt et à l'œil. Vous branchez plusieurs appareils, il se met immédiatement au pas de course. Est-ce qu'on peut se fier à son compteur? Eh bien oui. Avant d'être installé chez vous, le compteur subit de sérieux tests de qualité, de précision et de rendement. Il est ensuite scellé de façon à ce que personne ne puisse en modifier le mécanisme. Et même vieux, il demeure extrêmement fiable. Donc, si votre montant de facture semble trop élevé, n'accusez pas trop vite votre compteur. Regardez plutôt du côté de votre consommation d'énergie. Votre mode de vie a-t-il changé récemment? Avez-vous acheté de nouveaux appareils ménagers? Qu'il s'agisse d'essence ou d'électricité, le compteur, en somme, ne fait que refléter nos habitudes de vie. Pour moi, je pense pas en termes de rôle, mais je dirais plus le rôle est complexe, naturellement, plus c'est intéressant. Quand j'ai bâti ma maison, j'avais pas d'argent. J'avais 2000 $. Tu veux que j'aille? Fallait que je sois fantastique, je suis l'expression. Hey, il y a une chose, je pense, qui est fondamentale. Il faut que tu sois honnête avec tes gens, que tu sois direct, parce que la confiance, ça se gagne. Des gens de projet, des gens d'action. Banque nationale, notre banque nationale. Un petit truc pour faire germer vos idées. Protégez vos rosiers des froids de l'hiver. Taillez-les à 30 cm, formez une petite butte de terre et recouvrez-les d'un cône en styromousse, comme celui-ci. Un petit conseil, n'utilisez pas de vieilles chaudières de plastique. Le plastique n'est pas un isolant et risque de ne pas protéger vos rosiers du froid. Chez Botanix, on décore avec la nature. Steinberg vous offre en promotion la nouvelle génération de plats noirs et blancs de Corningware. Collectionnez vos reçus de caisse et ou les dollars Bonnie Corningware chez Steinberg et obtenez des rabais allant jusqu'à 50% en supermarché exclusivement chez Steinberg. À la question « Qui offre une gamme complète de services immobiliers ?», Century 21 fut mentionné plus souvent que ses concurrents principaux lors d'un récent sondage national. Personne ne met l'efficacité à votre portée comme le fait l'équipe Century 21. Avec nous, l'avenir vous appartient. Demain, à Surprise Surprise, Mario Pelchat prend le volant. Reine Malo voit double. Pierrette Robitaille rencontre Rambo. Et Pierre Buffon se fait mettre en voie. Surprise Surprise, demain, 19h. Mardi soir. Tais-toi donc, de quoi tu te mêles? Marilyn joue avec le feu. J'ai besoin de savoir ce qu'elle trame dans mon dos. Puis à Cormoran, les chemises bleues dépassent les bornes. Voyons, donc ce que je m'en pas croyable. C'est ta responsabilité, Viateur Vernier. Et leur chef doit rendre des comptes. C'est une machination pour me discréditer. Enfin, Oscar Tifo et compagnie vous amènent en tournée au Québec et au Nouveau-Brunswick, quand la chanson dit bonjour au country, deuxième volet, mardi. La Banque nationale, le groupe Rona Dismat et Hydro-Québec, en collaboration avec les entreprises Régent et Robert Bolduc Incorporés, vous offrent la chance de gagner une rénovation d'une valeur de 21 000 $. Le concours Ma Maison se déroulera du 2 au 30 novembre 1991. Pour participer à ce concours, vous découpez les bulletins de participation à l'intérieur du journal Habitabec et de la circulaire Rona Info et vous les déposez dans une des succursales de la Banque nationale ou chez un détaillant Rona Dismat. Connaissez-vous les lofts? Vous savez, ces grands appartements à air ouverte où on trouve tout l'espace dont nous avons tant besoin et où on peut mettre tous nos meubles. Un rêve. Habituellement, on transforme de vieilles manufactures ou des entrepôts en loft. Pensez-vous que c'est assez grand?
en France, en Angleterre, par la suite en Amérique. On s'est retrouvé avec des grandes structures industrielles qui, au niveau des bâtiments, étaient des choses d'une qualité absolument inouïe. Et certains, pour toutes sortes de raisons, ont commencé à les habiter. Artiste et designer d'intérieur, Madeleine Arbour a été une des premières à s'installer dans un loft du Vieux-Montréal. Espace totalement ouvert, son loft est l'exemple parfait de l'intégration atelier et appartement. Ce que vous venez de voir, c'est le vrai loft, un lieu où l'on vit, où l'on travaille. Mais aujourd'hui, on a adapté le loft, on l'a modifié. Et le loft est devenu un mot à la mode. On a des appartements style loft ou semi-loft. Mais aujourd'hui, je vous amène visiter un heureux compromis dans le même édifice. Tout l'extérieur et au niveau de son parement extérieur, la brique d'origine, réparée, remise à neuf et dans l'esprit de ce que c'était. Le rez-de-chaussée était déjà absolument exceptionnel. On l'a gardé pour des fonctions de bureau. Donc, à ce niveau-là, c'était une utilisation mixte extrêmement intéressante. Et les 3 étages supérieurs ont été transformés en studio loft. Son étrange beauté tient à la vérité des matériaux, tout en ne sacrifiant rien au confort. Les poutres, les plafonds, les murs et fenêtres sont d'origine. Vivre ici, c'est habiter les racines de l'immeuble. On a eu un coup de foudre. Je pense que c'est comme n'importe qui arrive devant une maison. Je pense que c'est le terme. Oui, on a eu le coup de foudre. On est arrivé, on a dit « wow ». Et puis, donc, même en premier temps, on voyait que c'était notre bureau à cet endroit-là. Et puis après, on s'est dit non, jusqu'à la dernière minute, on croyait que c'était le bureau. Puis à la dernière minute, on s'est regardé, on a dit non, c'est nous autres qui... C'était nous autres, ça, c'est notre milieu. C'est comment la vie de couple en loft? Est-ce qu'on a son intimité? Ça s'est toujours très bien passé. On a aussi des horaires qui sont semblables. Là. On ne fait pas du 9 à 5 ni un ni l'autre. Puis je pense que si un des deux faisait du 9 à 5, ça pourrait peut-être s'avérer pas un problème, mais ce serait peut-être un petit point de mésentente. Tu peux pas vraiment t'isoler dans un loft. Tu t'isoles si tu as la facilité de t'isoler dans une lecture ou dans une activité semblable, mais tu t'isoles pas pour dire, bon, ben moi, j'ai vraiment besoin de pas voir là, puis j'ai vraiment besoin d'être dans mon coin. Puis nous, on ressent pas vraiment ce besoin-là, mais pour quelqu'un qui le ressent, je pense que ça peut peut-être être un petit point un petit peu plus délicat. Vivre en loft, c'est affirmer sa différence. Plus qu'un lieu, c'est une façon de vivre. Quand j'y pense, là, il va falloir nettoyer, peinturer, aménager, décorer. C'est de l'ouvrage, hein? Je pense que j'ai vu trop grand. Certains bruits extérieurs peuvent facilement être éliminés, mais pour imposer le silence aux bruits agaçants de la maison, il faut habituellement y mettre un peu plus d'ingéniosité. Chose certaine, faites-les taire avant de craquer. Vous pouvez venir à bout de cette cacophonie domestique en utilisant de petits trucs bien simples. Pour ce qui est du frigo et de la sécheuse, si vous les acculez au mur arrière, ils protesteront par des vibrations nettement amplifiées. En plaçant des coussinets sous la laveuse et la sécheuse, ils vous donneront l'impression de ronronner au lieu de grincer. Et avant de dire que vous habitez une maison hantée, fixez les conduits au plafond de la cave bien solidement à l'aide de crochets. Les vibrations disparaîtront et vous dormirez en paix. En isolant les gros conduits qui passent le long des murs, vous réduirez encore davantage les bruits incommodants. Quant aux vibrations issues des robinets, elles sont souvent causées par une rondelle d'étanchéité qui a fait son temps. Il suffit de la remplacer et le tour est joué. Pour faire taire les plaintes électriques, desserrez simplement les vis qui les retiennent au mur. Et les fameux planchers qui craquent. La solution la plus simple et la moins onéreuse
consiste à fixer d'autres clous aux endroits stratégiques. Évidemment, pour quelques dollars de plus, on peut s'acheter un beau petit truc comme celui-là qui rend la vie tellement plus agréable. Mais maintenant, moi, je relaxe. Moi, Robert, les seuls bruits insolites que j'ai eus, c'est le bruit des petites souris dans les murs. As-tu peur de ça, toi? Non, pas du tout, mais j'aime mieux quand elles sont dans les murs. À la semaine prochaine. Bye bye! Le chien! Venez! Lundi, mardi et mercredi au magazine Le Point, Montréal Blues. La parole est au noir. 3 reportages pour mieux comprendre la communauté noire de Montréal. Dans un moment, la bande des 6 reçoit Louise Forestier et en confrontation Pierre Huet du magazine Pro.